Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y a pas de doute, les mentalités ont évolué sur la problématique de l'emploi des personnes handicapées. À bien regarder, on est passé de la personne assistée à celle qui se prend en charge, ou presque. Mais beaucoup reste encore à faire sur l'insertion de la personne handicapée. Comment les insérer dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées? C'est la question principale qu'on se pose. Mais on ne peut répondre à ces interrogations sans savoir les préoccupations des personnes handicapées, ni celles des entreprises ou même celles des autorités. Et c'est pour cela que nous avons réuni sur le plateau du débat aujourd'hui Monsieur Victorien Kriwele Kone. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la promotion des personnes handicapées, c'est bien cela? C'est bien ça. Juste auprès de vous, Madame Danielle Adaï Bipo Asseux, directrice générale d'un cabinet de recrutement. Pardonnez-moi, je n'ai pas dit le nom, vous évitez toute publicité, bonsoir. Bonsoir. C'est bien cela votre titre, directrice générale du cabinet dont je n'ai pas cité le nom. Oui, du cabinet qui est spécialisé dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Très bien. Ensuite, monsieur Josué Loukou Kwame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et pour terminer, monsieur Guillaume Charbel Mbra Kwaku, inspecteur d'éducation, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lassina. Et vous êtes enseignant actuellement, vous êtes en fonction à l'INFES, c'est bien cela? C'est bien cela. En tout cas, merci madame, merci messieurs d'être là ce soir. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, ce sont environ 3 millions de personnes qui vivent avec un handicap. Elles sont pour la plupart du temps marginalisés, mais surtout avec une difficulté, l'accès à l'emploi. Malgré les efforts consentis de part et d'autre, le taux de chômage de cette population reste encore élevé et les entreprises ont du mal à les employer pour diverses raisons. Et au niveau des personnes handicapées eux-mêmes, le taux de formation demeure très bas encore. Sorosita a fait un tour rapide sur la question. On va l'écouter. La personne en situation de handicap, le Code de travail l'a définit comme étant une personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée. Diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie et son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouvent compromises. Généralement marginalisées et victimes de discrimination, les personnes en situation de handicap ont pourtant les mêmes droits que toute personne valide. En Côte d'Ivoire, il est donc prévu plusieurs mesures de protection juridique en faveur de cette population, notamment la loi du 10 novembre 1998. Cette loi contient notamment des dispositions relatives à l'éducation, à la formation et à l'emploi d'une part, et des mesures tendant à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap d'autre part. Cependant, malgré toutes les dispositions prises pour le bien-être et l'insertion professionnelle de ces personnes, beaucoup reste à faire. Le quota de 6% de recrutement des personnes handicapées que doivent atteindre les entreprises est souvent difficilement atteignable. Dans la fonction publique, de 1998 à 2015, l'État a recruté près de 1000 personnes handicapées diplômées. En 2015, ce sont 300 diplômés handicapés qui ont été recrutés sur 1500 dossiers. Ajouté à tous ces facteurs, le manque de qualification des handicapés eux-mêmes. La situation demeure encore problématique et suscite la question suivante. Comment insérer les personnes en situation de handicap en entreprise? Comment les insérer? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Donc nous allons commencer par vous, monsieur Kone. D'abord, entendons-nous sur déjà la définition de personne handicapée. Qui c'est la personne handicapée? Mais la personne handicapée, la définition que nous venons d'entendre, elle vous convient? La définition selon l'OMS. Il faudrait seulement ajouter un aspect qui est très important aujourd'hui, parce que la notion de handicap est une notion évolutive. Donc aujourd'hui, avec la convention 61-106 des Nations Unies sur les personnes handicapées, et il y a une notion fondamentale qui est introduite, c'est la notion de barrière sociale et sociétale. Ces barrières qui font que la personne en situation de handicap ne peut pas jouir de tous ses droits comme tous les autres sur le même pied d'égalité. Donc cette notion est très importante parce que cela permet d'agir efficacement sur ces barrières et donc à résorber la question. Donc il faut mettre l'accent sur les barrières sociales pour que nous puissions comprendre la plénitude de la question du handicap. Les barrières, lorsque vous parlez de barrières sociales, vous faites allusion à quoi de façon? Je fais allusion aux obstacles, aux préjugés sociaux, aux préjugés sociétaux. Parce que vous savez que
pour une personne handicapée, avoir un emploi, obtenir un emploi, se pose à lui un certain nombre de problèmes. La mobilité, par exemple. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, évidemment, ce n'est pas tout à fait évident qu'il puisse obtenir un emploi facilement. Lorsque vous avez une personne non-voyante, évidemment, ce n'est pas la première personne qu'on va recruter dans le cadre d'un processus de recrutement. Donc il y a ces obstacles, il y a ces préjugés qui font qu'on n'a pas la pleine conscience des capacités que renferme une personne handicapée, dont les possibilités peuvent être déployées à travers, si on lui permet d'optimiser ses compétences. Voilà. Madame Assou, est-ce que ces préjugés, ces barrières, on a l'espoir un jour de pouvoir les lever, ces barrières-là? On a l'espoir de les lever, ces barrières. Moi, je dirais, par rapport à la définition du handicap, je dirais que ce qu'il faut prendre en compte, c'est par rapport à l'environnement. L'handicap n'a de sens que par rapport à l'environnement. Je donne l'exemple d'une personne qui est dans un fauteuil roulant, qui travaille dans une entreprise où l'accès est facile et qui occupe un poste qui ne lui demande pas de beaucoup se déplacer. Cette personne n'aura pas de problème par rapport à cet handicap. Donc j'insiste là-dessus parce que on parle souvent de handicap sans parler d'environnement, sans parler des conditions de travail ou de vie des personnes. Et bien évidemment que nous travaillons à lever ces barrières, au niveau des personnes en situation de handicap elles-mêmes et au niveau des entreprises et au niveau de la population. C'est justement pour cela que je vous ai posé la question. Est-ce qu'une personne dans un fauteuil roulant, dans un environnement où elle peut travailler correctement, malgré son état physique, vous la considérez pas comme une personne handicapée? Cette personne, comme je le disais, en tenant compte de l'environnement, de la définition que vous avez donnée. On prend en compte son environnement et cette personne, je ne considère pas, et cette personne parfois ne se considère pas comme une personne ayant un handicap. Mais et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais, je viens de rencontrer une entreprise ce matin avant de venir là, et j'ai rencontré un monsieur qui est dans une entreprise dont je tairai le nom, une grande entreprise d'assurance, qui est en situation de handicap. Cette personne s'est inscrit sa structure pour la journée on dit emploi, et cette personne a un handicap physique. Mais cette personne ne se considère pas comme ayant un handicap physique puisque le poste qu'il occupe et le travail qu'il fait il n'a pas de contrainte majeure dans ce qu'il fait et par rapport à cet handicap-là. Donc je tiens à préciser encore qu'il faut le définir par rapport à l'environnement. C'est votre avis, M. Loukou Kwame? Moi, je ne pourrais pas forcément être d'avis dans la mesure où le handicap, je veux dire comme le définit l'OMS, va pour certains, pour nous autres, d'un constat matériel, c'est-à-dire la déficience. Donc on ne peut pas de prime abord dire que parce que je suis dans une entreprise et que je peux circuler, aller et venir, et donc je ne suis plus, ou bien que je ne me considère plus comme une personne qui vit avec le handicap, pour sortir que je suis toujours dans l'état de handicap. Voilà, c'est un état. Voilà, mais dire que mais là où je peux les rejoindre Madame la directrice, voilà, c'est là où on parle d'environnement accessible, voilà, environnement accessible, et là où on interpellera la loi pour rendre l'environnement physique accessible à la personne. Voilà, et au-delà même de l'environnement physique, monsieur le directeur a parlé aussi du déplacement. Voilà, tout ça rentre dans le cadre de l'emploi ou du métier dans l'emploi de la personne handicapée. Voilà, et si on veut seulement voir son lieu de travail, voilà, son lieu de travail, l'environnement qui convient. Voilà, beaucoup d'aspects vont nous échapper dans la mesure où en quittant sa maison, cette personne éprouve assez de difficultés pour avoir accès même à son lieu de travail. Donc, étant donné que si on va sur cette base, on ne considère pas ces efforts préalables qu'il fournit, voyez-vous, on ne va pas et on ne saura pas évaluer le gain matériel, c'est-à-dire est-ce qu'il arrive à subvenir à ses besoins avec le fruit de son travail. Parce que vu que le handicap deviendra coûteux, et si on veut l'outrepasser sur la simple base qu'il arrive à circuler dans son entreprise, il arrive à vaquer aux occupations de son entreprise, d'autres aspects, comme je viens de le dire, vont nous échapper.
Voilà, donc le handicap ne se définit pas forcément par le fait que je sois dans mon entreprise et que j'arrive à vaquer aux occupations de l'entreprise. Pour vous, c'est un aspect, mais il y a autre aspect qu'il faut... Il y a assez d'implications. D'accord. Monsieur Mbra Kouakou, quel est le développement que vous pourriez faire sur cette question-là? Ben, moi, je vais dire que le handicap, c'est les deux. C'est un état, mais une fois cet état-là qu'on vit permanemment, quand on trouve des moyens, des outils pour combler, pour compenser cet état, je crois que la personne handicapée s'épanouit. Je prends un exemple, je vais rester dans le domaine de la déficience visuelle. Aujourd'hui, vous donnez du travail à un aveugle, vous lui donnez un ordinateur équipé de synthèse vocale, il fait son travail peut-être mieux que quelqu'un qui a les deux yeux. Sinon, de la même façon que quelqu'un qui a les deux yeux. En ce moment, on parle d'accessibilité. L'environnement du travail lui est accessible et il peut arriver qu'il oublie même son état de handicapé. Voilà. Alors, est-ce que cela veut dire que jusqu'à présent, la définition même de la personne handicapée est déficitaire? Oui, M. Kony. Oui, non, je pense que la définition est claire. Je ne fais qu'ajouter un complément pour tenir compte de... Ah oui, quand on ajoute un complément, c'est qu'il manque quelque chose. Hein? Oui, c'est pas clair. Non, la définition en tant que la première définition de l'OMS, elle est beaucoup plus médicale qu'autre chose. Aujourd'hui, nous savons que le handicap, c'est une question... il faut l'avoir avec une approche beaucoup plus sociale. Voilà, beaucoup plus sociale en termes de revendication de droits. C'est pour ça que je dis qu'il faut introduire absolument la notion d'environnement, a dit madame, qui fait référence aux obstacles dont j'ai parlé. Donc, comme M. Loukou l'a dit également, c'est un fait, c'est un état. Évidemment, il faut agir sur l'environnement, il faut agir sur les barrières sociales et sociétales pour faire en sorte que la personne en situation de handicap puisse vivre harmonieusement avec son environnement, avec les autres dans la société. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de contradiction. Je pense que c'est assez clair, c'est très clair. La personne en situation de handicap, on sait ce que c'est, mais seulement il ne faut pas occulter les aspects de barrières environnementales qui font obstacle, en tout cas qui freinent un peu sa pleine participation qu'on appelle à l'effort national. Madame Nassou, vraiment une question principale. Restons en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire face véritablement à la situation des personnes handicapées? Est-ce qu'on peut les sauver? Bien évidemment, si on part du principe qu'on ne peut pas les sauver, de façon pratique. Si on se dit qu'on ne peut pas les sauver, c'est-à-dire les insérer professionnellement, ce n'est pas la peine d'y essayer, ce n'est pas la peine de se battre pour. Est-ce qu'on arrive à le faire? On arrivera à le faire tous ensemble, aussi bien les entreprises, aussi bien l'État de Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap, la population entière. On peut y arriver si nous estimons que c'est nécessaire. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est pas pourquoi insérer les personnes en situation de handicap. Ah non, du tout, on travaille sur comment le faire. Oui. On travaille sur comment le faire. Et à partir du moment où on se dit comment le faire, on cherche les moyens et les voies pour y arriver. Et aujourd'hui, nous avons des moyens et des voies pour y arriver, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Il y a des voies et moyens pour y arriver. Est-ce que vous avez déjà réussi dans le cadre de ce que vous faites, vous avez déjà réussi à endiguer déjà ces barrières-là, les retrouver, les identifier de façon nette? Parce que déjà, il faut pouvoir les identifier. Aujourd'hui, ce que nous avions constaté, l'expérience que nous avions sur le terrain, sachez qu'il y a un déficit de sensibilisation. Les entreprises ne sont pas suffisamment sensibilisées sur la question du handicap. Les personnes en situation de handicap se disent que les entreprises ne veulent pas d'elles. Mais c'est archi faux. Lorsque vous rencontrez un directeur des ressources humaines ou un manager ou un chef d'entreprise, ils ne savent pas quoi en faire. Ils se disent, je prends une personne en situation de handicap qui est informaticien par exemple, est-ce qu'il pourra travailler? Est-ce que cette personne pourra travailler? Est-ce que cette personne pourra répondre à nos besoins? Donc il y a un problème, comme je vous disais, de sensibilisation et de formation des deux côtés. Aussi bien des personnes, des managers, des chefs d'entreprise, que des personnes en situation de handicap. Alors, qui doivent s'adapter aussi au monde du travail. Pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise se posent cette question-là? Est-ce que la question était nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce que je dois embaucher M. X parce que c'est une personne qui vit... voilà. Pourquoi? Écoutez, il faut travailler. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de cette question et tenir compte de sa simple compétence?
faut pas se passer de cette question. Mettons-nous à la place d'un chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes là pour faire du profit, vous aviez des actionnaires, vous avez un président du conseil d'administration, vous devez faire du chiffre. C'est d'abord ça, un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, vous n'aviez pas le souci de vous demander est-ce que ce monsieur que je prendrai, est-ce qu'il pourra venir tous les jours au travail? Non, ce n'est pas ça votre problème. Vous ne voulez même pas vous poser cette question. Là, ce que vous vous demandez, est-ce qu'à la fin du mois, les tableaux de bord seront positifs? Est-ce que ce serait une entreprise productive? Mais est-ce que c'est normal que les entreprises ne se posent pas la question tout de même? Les entreprises, parce qu'on vit dans une société où il y a des personnes handicapées, pourquoi est-ce que les entreprises... Emmenons les entreprises à se poser la question. C'est ce que nous faisons maintenant. Emmenons les entreprises à se poser la question. Ne nous disons pas pourquoi ils ne se posent pas la question. Non, je pense qu'on n'a même pas le droit de penser comme ça. Emmenons les entreprises à se poser la question. Emmenons les entreprises à comprendre le monde du handicap. Écoutez, un DRH ou un chef d'entreprise peut, dans tout son cursus, ne pas avoir rencontré une personne en situation de handicap. On dit des fois, dans toutes nos familles, il y a des personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a des formations pour ces chefs d'entreprise-là, pour comprendre le monde du handicap. Je continue à ne pas être d'accord avec vous. Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne pose pas la question aux chefs d'entreprise de savoir, on construit une entreprise en ne prévoyant rien pour les personnes handicapées? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Non, oui, on a le droit de se poser la question tout de même. On ne construit pas une entreprise seulement pour des personnes, entre guillemets, normales. Non. Pourquoi est-ce qu'on oublie les autres? Mais les autres ne sont pas oubliés. Mais si dans une entreprise, quand je vais dans une entreprise et que vous voulez me donner du travail au 10e étage alors que je suis dans un fauteuil roulant, j'ai la compétence, mais je n'ai pas la possibilité d'accéder au 10e étage. Mais vous ne me donnez pas du travail. Est-ce que toutes les entreprises doivent être au rez-de-chaussée? Est-ce que toutes les entreprises ne peuvent pas se donner les moyens, pour que M. X handicapé des 2 pieds puisse arriver au 10e étage? Monsieur Lassiné, vous êtes chef d'entreprise. Vous vous endettez pour créer votre entreprise. Dans la situation économique que nous connaissons, vous réussissez à avoir des bureaux au 5e étage. Et votre souci, c'est est-ce qu'une personne qui est en fauteuil roulant me rejoindra là-haut? Mais je suis quand même il n'y a pas toutes les personnes en situation de handicap. Non, je dis ne voyons pas les choses de cette manière, et parce que c'est vraiment un frein. Lorsque nous avions démarré cette activité, le frein qu'on avait, les entreprises nous disaient, écoutez, nous sommes, comme vous venez de dire, au 5e étage sans ascenseur, ça serait difficile de prendre une personne en situation de handicap. Mais les personnes en situation de handicap ne sont pas tous dans un fauteuil roulant. Ils ne sont pas tous dans un fauteuil roulant. Oui. Une personne qui a perdu le bras peut vous rejoindre au 5e étage. Une personne qui ne voit pas, ne lui demandez pas de prendre les escaliers du 5e étage. Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Non, ne limitez pas l'insertion professionnelle. Non, je vous donne des exemples concrets, qui sont quand même inacceptables quelquefois. Nous, notre rôle, monsieur Lassiné, notre rôle, c'est de prendre un profil qui est demandé par l'entreprise, de prendre la personne qu'il faut, la compétence, et on prend en compte le handicap. Et il y a toujours une personne qui correspond au profil demandé par l'entreprise. Il y a toujours une personne qui pourrait correspondre au profil de la personne. Si nous faisons comprendre aux chefs d'entreprise qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, les petites entreprises en Côte d'Ivoire qui n'ont pas les moyens de faire des travaux, si nous nous arrêtons à dire faites des travaux pour avoir les personnes en situation de handicap, je pense qu'on n'avancerait pas. On dit dans les ministères qu'il n'y a pas l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Si nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire des travaux avant d'embaucher les personnes en situation de handicap, les années passent. Et parmi les personnes qui sont inscrites chez nous, nous avons beaucoup de personnes qui ont la quarantaine et qui n'ont jamais fait de stage. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour nous l'élément primordial. Malgré Très bien, je comprends parfaitement votre développement, même si je ne suis pas d'accord. Monsieur Loukou Kwame, quelle est votre réaction par rapport à ces échanges que nous venons d'avoir? Moi, j'allais dire tout net que les entreprises n'ont pas d'intérêt. Ne voient pas l'intérêt pour lequel elles doivent s'engager à intégrer une personne handicapée en leur sein, mais sans toutefois voir au-delà même de la compétence. Les entreprises ont grande conscience de l'existence des personnes vivant avec le handicap. Parce que quand je prends les entreprises ivoiriennes, quand je prends le patronat ivoirien ne travaille pas
en vase clos. C'est quand même en collaboration avec d'autres entreprises à l'extérieur. Et quand on sait que ce qui se fait à l'extérieur ne se fait pas sans considérer toutes les sensibilités de la société, je ne peux pas comprendre qu'ici, le patronat ivoirien puisse ignorer l'existence des personnes qui vivent avec le handicap. Ça, c'est le premier point. Aller dire que, en répondant à la question de madame, j'allais dire que, de prime abord, son combat, il est un peu, j'allais dire, il exclut un tant soit peu, pas même un tant soit peu, il exclut un nombre de personnes qui vivent avec le handicap, parce qu'elle a dit qu'elle s'occupe des personnes qui vivent avec le handicap moteur. Vous voyez? Donc, de par sa réaction, vous comprenez que les chefs d'entreprise ne pourront que s'accorder à ce que les chefs d'entreprise disent. Mais moi, je ne peux pas être d'accord, mais je pourrais proposer plutôt, étant donné que l'État ivoirien a sa charge de définir toutes les politiques, que ce soit pour l'insertion des personnes qui ne vivent pas avec le handicap, l'État ivoirien a aussi la lourde charge de définir la politique nationale en ce qui concerne l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et en le faisant, l'État ivoirien, qui d'ailleurs vient d'insérer dans le nouveau code du travail la notion du handicap, bien entendu, qui s'adresse aux entreprises, nous montre une volonté de travailler de pair même avec les entreprises, vous entendez, sur cette base, je ne peux pas accepter qu'un chef d'entreprise ignore l'existence d'une personne handicapée dans la construction de son entreprise. Mais vous avez commencé par dire que c'est leur intérêt qu'ils mettent en avant. Oui, il faut les motiver. Et c'est en cela que j'interpelle l'État ivoirien par la loi fiscale. Définir la loi fiscale pour encourager les entreprises à insérer. Tout à l'heure, elle a développé un point qui est aussi important. Parce que prendre une personne handicapée nécessite un coût que l'entreprise forcément ne peut pas à elle seule supporter. Donc il faut développer un projet, et ça, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en ce qui concerne son chapitre 3 portant sur l'emploi, à travailler dessus. Nous attendons que ce décret-là soit signé, mais ça résout le problème. En encourageant les entreprises, bien entendu, à prendre les personnes handicapées, mais avec un accompagnement de l'État. Un accompagnement de l'État. Mais est-ce que les personnes handicapées ne sont pas elles-mêmes leurs propres problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas ce complexe de « on ne veut pas de nous », ce qui n'est pas totalement vrai toujours? Non. Moi, je vis avec le handicap. Voilà, j'ai fini ma maîtrise. Je finissais ma maîtrise en son temps à l'UFR de criminologie. J'ai tout net vu qu'il y avait un problème qui se posait à l'horizon. Parce qu'il me fallait avoir un emploi. Mais les difficultés pour avoir cet emploi étaient légion. Comment résoudre ces difficultés? La personne handicapée n'a pas le complexe d'aller à la recherche d'un emploi. On dira que la personne handicapée appréhende les difficultés au devant d'elle et se pose la question de comment les résoudre. La personne handicapée ne se limite pas seulement au handicap physique. Il y a à la recherche d'informations pour le handicap sensoriel. Des gens qui ne voient pas, des gens qui n'entendent pas, ont besoin forcément d'avoir une plateforme où recueillir les informations. Cela existe tout de même. Je l'espère. Non, cela existe. Dans la mesure où les sites internet qui existent, les sites internet des entreprises de placement qui existent, n'ont pas en leur sein jusqu'à ce que... Il n'y a pas que les entreprises, l'État de Côte d'Ivoire lui-même vous a fait certaines propositions dans ce sens. Là, on parle d'insertion professionnelle, côté privé certainement. Privé comme public, je parle d'insertion professionnelle tout simplement. Disons même de façon générale, les sites d'information pour les recherches d'emploi, j'ignore bien qu'il existe un logiciel. On est obligé aussi de vous dire que nous en avons rencontré plusieurs de personnes en situation de handicap qui nous disent on ne veut pas de nous parce que je suis handicapé, donc on ne va pas au bout de l'effort, on l'entame même pas quelquefois. Vous avez vu un diplômé qui a des diplômes en main, qui est en train de le dire
De cette façon... Je crois que c'est ce que j'ai dit. De cette façon, bon, j'attends de voir. J'attends de voir, sinon la personne qui a le diplôme, qui s'est battue avec toutes les humiliations pour avoir un diplôme, ne va pas s'asseoir chez elle, de facto dire qu'on me refuse. Mais qui te refuse? Les entreprises, bien entendu, ceux qui embauchent. Ouais, mais si les entreprises, certainement, en le disant, certainement il le dit sur la base des mesures d'inaccessibilité. Parce que bon, je me souviens qu'en sortant, je prenais mon fauteuil, je peinais avec les bus, je partais à la recherche de stage, et quand j'arrive, je me retrouve devant des escaliers, mais je ne peux pas monter. Et je le dis, je dis, mais ils ont tout fait sauf moi. C'est tellement cette façon-là que l'individu parle. Sinon, quelqu'un qui a un diplôme, qui s'est battu pour avoir ses diplômes, je ne comprends pas pourquoi de facto va dire mais qui est ce on? Très bien, on va définir le on par la suite. Monsieur Mbra Kwaku, votre réaction, depuis je vous ai vu trépigner quelque peu, quelle est votre réaction? Alors moi je voulais revenir sur la question que vous avez posée, de savoir si on pouvait sauver les personnes handicapées avec l'emploi. Je dis ça a déjà commencé. Parce qu'il suffit de regarder dans certaines entreprises privées, malheureusement on ne peut pas les citer, qui ont accepté de faire l'expérience d'embaucher, je vais rester dans le domaine des personnes handicapées visuelles, ils n'ont pas connu la déception. Quand ils ont accepté de prendre ces personnes handicapées dans leurs entreprises, ils en ont tiré satisfaction. Je voulais raconter même une anecdote. On a une amie qui était standardiste dans une société, dans une banque de la place. Et elle faisait tellement bien son travail qu'une fois un client a cherché à venir la rencontrer. Il n'imaginait pas que c'était une personne qu'il ne voyait pas. C'est quand il est arrivé qu'il a vu, qu'il a dit « Ah, elle ne voit pas ». Et il s'est rebuffé, il est parti. Ça, je voulais m'arrêter à ça. Visiter le CHU de Cocody. Il y a un, comment on appelle, un kinésithérapeute qui est là-bas, c'est un aveugle. Et les personnes, quand les personnes s'en vont, les malades s'en vont, ils cherchent à ce que ce soit lui qui les prenne, contrairement à ses autres collègues. Allez-y voir au CHU de Yopougon. Le service de kinésithérapie est géré par des aveugles. Voilà. Donc, je veux dire, le travail a déjà commencé. On peut sauver effectivement. Et comme il n'est pas bon de parler de soi, allez-y au lycée, comment on appelle, Sainte-Marie. Là-bas, j'ai un de mes collègues, on a fait l'école ensemble, il est aveugle, il est prof d'allemand. Ils ont accepté de le prendre, il existe. Et pour ces cas, je vais m'arrêter à ces exemples-là. Même à l'INFES, moi-même, je suis aveugle. Je suis en service à l'INFES, je n'ai pas encore reçu de mécontentement de la part d'un de mes supérieurs hiérarchiques. Voilà. Pour m'arrêter déjà à ces exemples-là. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je crois que c'est une question d'information. C'est une question, ces genres d'émissions sont bien. Les personnes, quand je prends le cas des personnes, de la cécité, les gens appellent aveugles. Quand ils ferment leurs yeux, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils disent c'est comme ça les aveugles sont. Non, c'est un état. L'aveugle a développé certaines choses et aujourd'hui, il y a des outils qui existent, ce n'est pas des choses compliquées, c'est des synthèses vocales. Et pour revenir à la question d'accessibilité aux informations, aujourd'hui, très peu de sites sont inaccessibles à quelqu'un qui a une synthèse vocale. Parce que les sites sont conçus avec des thèmes aujourd'hui qui sont des thèmes universels qui prennent en compte les synthèses vocales. Et donc, du coup, un aveugle qui a son ordinateur a besoin d'une information. Moi, je suis fonctionnaire. Je vais sur l'espace fonctionnaire de la fonction publique sans problème pour tirer mon bulletin de solde. Il n'y a rien eu de particulier sur ce site, sauf que le site est conçu avec des programmes qui sont universels, accessibles à tous. Alors moi, je prends peut-être mon téléphone qui est équipé d'une synthèse vocale, mon ordinateur équipé d'une synthèse vocale, je sais l'utiliser, je vais sur le site pour prendre mes informations. Donc c'est une question d'outils, d'adapter, et c'est en cela que je dis, le grand problème du handicap, c'est vrai, le handicap, quand quelqu'un est handicapé, qui reste couché sur son lit, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pris au plan fonctionnel, on lui donne du travail, il doit quitter chez lui, il arrive au travail, il fait tout, il arrive, il rentre dans son bureau et les outils ne sont pas accessibles. Il va dormir sur la table. Mais il arrive au travail, il a un ordinateur qui est vocalisé,
ben, il fait son travail. Et ça, pour ça, moi, je peux témoigner. Bon, il aurait été intéressant d'avoir les patrons, les supérieurs hiérarchiques des personnes handicapées pour témoigner. Voilà. Pour témoigner, ça allait être plus objectif, mais même en restant... Non, l'émission reste objective, même peut-être complémentaire. Mais oui, vous avez développé... C'est radieux ce que j'ai entendu, mais je continue de dire que le ratio est très faible. C'est une réalité. Donc, oui, monsieur Koné, oui, monsieur Koné, c'est pas prononcé sur la question. Oui, merci bien, monsieur Fofana. Le ministère de l'Emploi ne parlera pas en termes de sauvetage. Donc, on parlera en termes de mission. C'est ça. La mission du ministère est bien claire. C'est de favoriser l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit de l'accessibilité au milieu physique, que ce soit à la culture, à la communication et tout. Donc c'est la mise en œuvre de ces instruments juridiques prônés par le ministère qui doit faire en sorte que nous puissions assurer favorablement l'insertion des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne cette question que vous avez posée aux uns aux autres, il faut dire que, comme Madame Asseux et les autres, la question mérite d'être posée. Vous avez parlé des ratios, c'est vrai qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont accès à certaines informations, évidemment, le grand nombre n'y a pas accès. Cela fait ressortir la question de la formation et de l'éducation. Je pense que nous allons en venir. Parce qu'on ne peut pas parler d'emploi, ça ne parle pas de formation, de qualité et d'éducation de qualité. Oui, j'ai envie de dire, puisque vous l'avez évoqué, que c'est tout cela on vous reproche, vous qui avez cette mission-là, vous qui êtes chargé de la promotion des personnes handicapées, vous les formez moins? Non, je dois dire que c'est vrai que les espoirs sont encore en deçà de ce que nous aurions souhaité. Voilà, la moisson est vraiment grande. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que la couverture en cette matière pourrait être meilleure. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que en Côte d'Ivoire, on n'a que 2 établissements de formation des personnes en situation de handicap. M. Mbara l'a dit, il a fait dire pas. Très bien, vous avez relevé le premier reproche. Oui, bien sûr, il y a l'école des sourds. Je vous fais le relever parce que je le connais. Donc, ces 2 établissements ont quand même permis aujourd'hui d'avoir des cadres dont aujourd'hui M. Mbara qui est devant vous. Il y en a tant d'autres qui sont passés par des établissements qui occupent aujourd'hui des fonctions assez intéressantes, assez importantes dans ce pays. Mais je dois reconnaître que l'effort continue. Et c'est pour ça que le ministre de l'Emploi, M. Jacques Locassi, nous a instruit de faire en sorte que dans le programme national de développement, que nous puissions étendre les possibilités des offres de formation des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que on a introduit, il nous a demandé d'introduire l'idée de centres intégrés de formation en gestion des personnes en situation de handicap. Donc ces centres intégrés ont vocation à réunir sur le même espace, j'allais dire tous les types de handicap. Les handicaps sensoriels, c'est-à-dire des non-voyants et des non-entendants, des handicaps moteurs, monsieur Dougou, et aussi des handicaps intellectuels dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Donc ces personnes, il faut les réunir sur le même espace, leur donner la formation qu'il faut et faire en sorte que ces établissements soient ouverts au reste des autres Ivoiriens. Parce que nous n'avons pas créé une société de perclus, nous voulons une société inclusive, donc nous n'avons pas créé des établissements spécifiques seulement pour les personnes handicapées, mais il faut faire en sorte que le brassage se fasse à ce niveau-là. Parce que l'ignorance, l'intolérance vient souvent de l'ignorance. Je pense que si les enfants de Côte d'Ivoire apprennent dès le bas âge à se côtoyer dans les mêmes établissements, à la même maternelle, dans les mêmes classes d'école primaire, dans les mêmes centres de formation, je pense qu'ils seront plus tolérants, ils comprendront mieux le handicap, ils en auront moins peur et les préjugés pourraient aussi s'envoler. Donc, le ministre a donné des instructions dans ce sens-là et nous y travaillons beaucoup pour faire en sorte que dans les prochains avenirs, d'ici 2 ans, 3 ans, que nous puissions avoir dans le cadre des contrats endettement, désendettement et développement, que nous puissions avoir des ressources nécessaires. Nous avons déjà à ce niveau-là des acquis avec l'Agence française de développement pour avoir des moyens de réhabiliter et l'école ivoirienne pour les sourds et l'école ivoirienne pour les aveugles. Mais nous voulons aller au-delà pour créer d'autres structures qui puissent intégrer à la fois tous ces types de handicaps et mettre l'accent sur la mixité, permettre aux autres enfants de Côte d'Ivoire
côtoyer leurs frères handicapés. D'accord, voilà. C'est sûr, M. Koné, même faute avouée ici sur ce plateau ne sera pas pardonnée. Oui, c'est sûr, je reviendrai à vous. Absolument. Bien sûr, parce que vous devez former, vous ne l'avez pas fait, c'est clair, c'est net. Voilà. Madame Assou, vous avez réagi tout à l'heure lorsque M. Mbra a fait son développement. Et M. Lougou, allez-y. Je voudrais relever deux points. D'abord, la libellule ne s'occupe pas seulement des personnes qui sont atteintes d'un handicap moteur. Ce n'est pas juste de le dire ça. C'est pas juste de le dire ça. Et le deuxième point, c'est archi faux de dire que le patronat ne s'intéresse pas aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous organisons un événement et cet événement est couvert entièrement par le patronat. Et lorsque vous partez dans les entreprises, attention, lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, aujourd'hui, aucune étude n'a été faite sur les personnes en situation de handicap qui sont dans les entreprises en Côte d'Ivoire, qui sont déjà dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Vous partez dans les grandes entreprises en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des personnes en situation de handicap. À moins qu'on leur reproche un quota. S'il y a un quota qui est à respecter et qui ne respecte pas ce quota. Mais vous le savez bien, il y a un quota qui n'est pas respecté. Le quota est de combien? 6%? De 6%, on n'est même pas à 4%. De 6%. Je pense qu'il faut apporter des précisions. Voilà. Il n'y a pas de décret d'application par rapport au quota. Il n'y a pas encore de quota ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de quota. Les 6%, ça vient d'où? Non. Ça, c'est en Europe. En France, il y a un quota de 6% exigé aux entreprises. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de quota exigé aux entreprises. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas prendre des personnes en situation de handicap. Ils ont des personnes en situation de handicap. On ne peut pas dire que le patronat ne s'occupe pas des personnes en situation de handicap. C'est fort de le dire, ça, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est, en toute humilité, se dire que nous avons des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Nous allons les sensibiliser à la question du handicap. Nous allons les sensibiliser, nous allons nous approcher d'eux, leur faire comprendre ce que c'est que le handicap et les emmener à nous prendre. Mais dire qu'ils nous rejettent tout de go, c'est archi faux. C'est archi faux. Oui, d'accord, vous réagissez, M. Koné? Oui. Parce que la question que je m'apprêtais à vous poser justement, c'était la formation. Lorsque vous avez deux établissements spécialisés, tout au plus, la personne en situation de handicap qui est à Korogo, qui n'a même pas les moyens même de se nourrir au quotidien, vous voulez qu'elle vienne suivre quelle formation? À Abidjan, mais la réalité c'est qu'elle ne sera jamais formée. Et c'est ce qui explique certainement que beaucoup d'entre eux ne sont pas diplômés. Mais c'est une réalité. Bon, ce que je voudrais dire assez rapidement, oui. par rapport au quota. C'est vrai que pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de quota. Mais la loi instituant le Code du travail, le nouveau Code du travail, consacre un chapitre entier à la question du handicap, du travailleur handicapé. Et dans cette loi, il est prévu le principe du quota. Donc le décret d'application, le projet de décret d'application qui est en cours actuellement et qui est en discussion avec le Conseil consultatif du travail fait état de 5% de quota. Ce sont des mesures incitatives en direction des entreprises privées, de sorte à leur accorder aussi des avantages en termes de dégrèvements fiscaux, en termes de fiscalité pour leur permettre d'embaucher des personnes en situation de handicap. Vous connaissez ça, pour la formation. Oui, allez-y. Voilà. Maintenant, pour la formation, comme je l'ai reconnu moi-même, je vous ai dit que depuis 1974, il y a deux établissements qui forment en Côte d'Ivoire les handicapés sensoriels, les personnes handicapées sensorielles, c'est-à-dire des sourds et des aveugles. Et ces écoles, quand même, c'est vrai qu'elles sont un nombre insuffisant. Mais la Côte d'Ivoire n'avait la possibilité à ce moment que de créer ces deux écoles-là. Et nous pensons que, nous l'avons dit tout à l'heure, que le ministre a mis un accent particulier sur le fait que nous devons faire en sorte que l'offre de prestations se rapproche de plus en plus des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je dois dire que, malgré le fait qu'il n'y a eu que deux structures, mais nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes en situation de handicap sensoriel qui ont été formées.
qui ont été formés. Mais c'est un retrait, justement, c'est ce que l'on demande. Le constat que, malheureusement, nous sommes obligés de dire que ceux qui ne sont pas formés sont plus nombreux. Et c'est oui, mais bon, je n'ai pas botter en touche en vous disant que ce n'est pas l'apparition des personnes handicapées, mais c'est vrai que c'est assez criant quand même dans le milieu des personnes handicapées. C'est vrai, c'est une réalité. Mais c'est pour ça que l'État entreprend des efforts pour corriger cela. Donc cela se fait progressivement. Je pense que dans un proche avenir, avec la saison... Progressivement, vous avez dit, moi j'ai dit trop lentement à notre goût. Oui, M. Loukou. Oui, ça dépend, c'est peut-être l'histoire de la bouteille il y a à moitié pleine ou à moitié vide. Oui, mais alors, j'allais dire que je ne le disais pas systématiquement que le patronat ivoirien rejette les personnes handicapées. Non, c'est pas ce que nous avons entendu. Voilà. Donc j'ai dit que le patronat ivoirien n'est pas encouragé. Et comme le directeur vient de le dire, il faut des mesures incitatives sur la base, bien entendu, de lois, considérant que le handicap a un coût. Recruter une personne handicapée a un coût. Un coût de par l'accessibilité, un coût de par l'accès à l'information, selon le type de handicap. Voilà la précision que je voulais apporter. Mais je voudrais aussi ajouter, qu'en parlant d'insertion professionnelle, et là je m'adresse à l'État, le public, pour dire que qu'on ne limite pas l'insertion des personnes handicapées au seul fait d'un recrutement que l'État a institué. Nous voudrions vraiment encourager l'État ivoirien à penser à lever des barrières discriminatoires adressées à ceux qui, de par leur volonté, parce que c'est ce que j'apprenais tout à l'heure, que des personnes handicapées de fait là, ça vous est déjà vaincu. Non. Des gens vont au combat, ils vont pour présenter des concours. Et à ces concours, ils arrivent à acheter des pochettes. Mais lorsqu'ils arrivent au stade de la visite médicale, on les élimine. On les élimine. Mais c'est tellement, quand je me souviens de ce que vous étiez en train de dire, c'est tellement sur cette base-là que les personnes s'avouent, disent qu'on nous rejette. Parce que c'est réel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle loi élimine les personnes handicapées qui veulent présenter et le concours de l'INFES et le concours pour certains qui sont le concours de CAFOP et le concours de l'INFAS? Voyez-vous, pourquoi on les élimine? Et il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune plateforme par là où les personnes pourront aller exprimer leur désarroi. Aucune possibilité jusqu'à maintenant. Aucune possibilité. Et elles sont dans leur coin et elles meurent. Pourquoi ça? Comment pouvons-nous résoudre ce problème-là? Qu'on essaie de nous donner, que l'État, puisque c'est ce que certainement ces personnes avaient dit, que l'État essaie de nous donner des réponses, de sorte que ces personnes qui ne veulent pas forcément passer par la voie du concours dérogatoire arrivent à avoir accès à certains concours qui leur sont accessibles. Ça pourrait être un moyen de désengorger le trop grand nombre de ces personnes qui attendent d'avoir un premier emploi. Voilà un peu ce que... Monsieur Ngrakwakou, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est normal ou bien on doit y réfléchir, qu'il faut une discrimination positive à l'embauche d'entrée de jeu pour les personnes handicapées? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il le faut fermement? Alors, moi, je voudrais dire que j'opte pour les deux options. J'opte pour les deux options parce que, comme M. Loukou vient de dire, il y a des personnes handicapées qui ne veulent pas procéder par voie dérogatoire. Moi, je n'ai pas été recruté par ce mode. On doit pouvoir donner la possibilité à la personne handicapée de postuler au concours si elle se sent capable. Et on doit lui donner la possibilité d'être recrutée par voie dérogatoire si elle ne se sent pas capable de préparer un concours. Parce que ce qui fonde comment on appelle la loi, la discrimination positive, on dit que comme les personnes sont handicapées, elles n'ont pas accès aux documents pour préparer les concours. Aujourd'hui, il y a quand même certaines personnes qui arrivent à avoir accès. Donc moi, je prendrais la chose des deux côtés. Qu'on donne la possibilité, un peu comme à l'époque, on faisait des emplois tout faits pour certaines personnes handicapées comme les aveugles. C'était le standard. Voilà. Ou la kinésithérapie. Mais aujourd'hui, on ne dit plus les aveugles doivent être standardistes, les aveugles doivent être kinésithérapeutes obligatoirement. On dit ce qu'ils veulent faire,
qu'ils expriment, ce qu'ils ont comme potentialité, on les accompagne par des outils. Mais voilà. en quoi ça vous gêne, M. Mbra, lorsqu'on décide, par exemple, de la discrimination à l'embauche, que ce soit la règle? En quoi cela vous gêne? Alors, je vais vous dire, lorsque je fais, comment on appelle, on m'oriente, je sors de l'Institut des aveugles, on m'oriente dans une école, que je suis parmi les meilleurs élèves, jusqu'à maîtrise de psychologie génétique différentielle. Je fais valoir des compétences. Tout à fait. Et au bout du processus, on me dit, viens qu'on te recrute par voie dérogatoire. J'ai envie de prouver que je peux avoir un concours. Mais moi, ça me donne l'impression qu'on développe là un complexe, parce qu'il l'a dit, il a donné un exemple qui est clair. Lorsque vous vous retrouvez, c'est pas une loi qui est écrite, mais lorsque vous retrouvez deux personnes, une personne disons normale, une personne handicapée se retrouve devant un chef d'entreprise, sans que cela soit dit automatiquement ou presque automatiquement, on recrute la personne qui n'a pas de handicap. Et ça, on ne peut pas condamner sur cela parce que ça ne peut pas être prouvé. Alors, si on passe à la discrimination, c'est la règle, en quoi cela vous gêne? Non, je ne dis pas que ça je ne dis pas que ça me gêne, forcément, mais effectivement, quand on recrute par voie dérogatoire, regardez, les personnes handicapées qui sont recrutées par voie dérogatoire, leur profil professionnel est bloqué. Ils ne connaissent pas les avancements, du moins, ils ne connaissent pas les promotions professionnelles, parce qu'on dit qu'on les a recrutés par voie dérogatoire. Il y a ce problème. Maintenant, il y a une question que vous avez posée. Je reconnais que les efforts, beaucoup d'efforts restent à faire, vous l'avez dit en introduction. Mais regardez, aujourd'hui, monsieur le directeur a dit qu'il n'y a que deux institutions, l'école des sourds, l'école des aveugles. Mais l'État autorise des ONG. On a beaucoup d'autres ONG qui font aussi la formation des personnes handicapées. Il y a par exemple, là, moi je suis à l'INFES depuis 2002. L'État permet que, à défaut de prendre tous les aveugles de la Côte d'Ivoire, par exemple, et des sourds pour venir dans les institutions, l'État forme un corps d'emploi qu'on appelle les maîtres d'éducation spécialisés, qui sont outillés pour enseigner les sourds et les aveugles. Voilà. Donc cette population, ce type de fonctionnaires existe. Ils sont formés à l'INFES comme l'instituteur qui est formé au CAFO pour enseigner les enfants du primaire. Ils sont formés pour enseigner les aveugles. À défaut de construire par exemple des institutions, ils peuvent être déployés sur toute l'étendue du territoire. Et comme les aveugles, par exemple, à partir de la classe du CM2, les aveugles font le cycle primaire à l'Institut des aveugles dans une institution spécialisée. Mais après le BPC, ils intègrent les écoles ordinaires. Et les écoles qui intègrent, les élèves qui intègrent, les aveugles qui intègrent les écoles ordinaires ne sont pas les plus mauvais. Et maintenant qu'il y a un personnel, il y a un personnel qui est formé pour enseigner les handicapés sensoriels au primaire, ben on n'a qu'à les déployer sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce qu'on dit, sensibiliser par exemple le directeur qui est à Korogo, que ce monsieur qui est là, il sait enseigner les aveugles et les sourds. Et on l'a fait. C'est une question de sensibilisation. Madame, moi, je ne suis pas d'accord avec lui à 2%, parce que pourquoi est-ce que des personnes handicapées doivent être formées par des ONG? On demande simplement à l'État, puisqu'on a la chance d'avoir M. Koné sur le plateau, on demande simplement à l'État de mettre les établissements qu'il faut. Ce n'est pas des ONG qui vont former ces personnes, puisque ce ne sont pas les ONG qui forment les autres, Madame Assou, avant que M. Koné ne réagisse. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a la spécificité du handicap. Si vous devez former tous les corps enseignants au braille, par exemple, ce ne serait pas forcément possible dans tous les établissements de la Côte d'Ivoire. Et si des ONG qui sont acceptées par l'État de Côte d'Ivoire donnent ce type de formation, c'est tout aussi, ça montre aussi l'intérêt de l'État par rapport aux personnes en situation de handicap. Davantage d'établissements dédiés. Davantage d'établissements dédiés, M. Victorien vient de dire les efforts qui sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à ces établissements, et je pense que ce monsieur sait de quoi il parle. On attend les années à venir pour voir. C'est sûr. Maintenant, je reviens par rapport à la formation dont il parle. Parfois aussi, il faut travailler sur les métiers qui sont dédiés à certains types de handicap. Là, nous travaillons avec un centre de formation en Côte d'Ivoire sur les métiers de la grande distribution.
Nous travaillons à former 100 sourds pour les métiers de la grande distribution. Vous ne pouvez pas savoir que les sourds et malentendants peuvent être caissiers, rayonnistes, fleuristes, bouchers. Ils peuvent être formés et travailler dans les métiers de la grande distribution. Il suffit qu'ils soient formés. Il suffit qu'ils soient formés. Mais d'abord, on ne forme pas pour former, on forme parce qu'il y a la possibilité d'être inséré. Oui, mais ça c'est la règle générale, même pour les personnes qui n'ont pas de handicap. Donc, je veux dire que pour les ONG, c'est déjà très bien qu'ils le fassent ainsi, mais parlons de ce type d'handicap sensoriel. C'est aussi intéressant aujourd'hui de préciser que Monsieur Mbra qui est là, nous avions un projet avec lui pour la formation, puisque son ONG forme aussi pour les aveugles au métier de téléconseil et de centre d'appel. Très bien. Donc c'est important de préciser ça aussi. Monsieur le directeur de la promotion des personnes handicapées, en quoi consiste aujourd'hui l'accompagnement des entreprises? Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Il ne faut pas simplement sensibiliser en le disant. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour inciter les entreprises à recruter davantage? Bon, je dois dire qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Présidence sociale, à travers la Direction générale de l'Emploi, il y a un programme qui a été mis en place par le ministère. Il s'agit du programme d'aide à l'emploi des personnes vulnérables, qui comprend 3 volets. Il y a un volet concernant les personnes âgées, un volet concernant les femmes, et surtout un volet concernant les personnes en situation de handicap en matière d'insertion professionnelle. Je pense que ce projet qui a été mis en place a travaillé avec le patronat, avec la Confédération générale des entreprises. Il y a eu certains accords qui ont été signés avec quelques entreprises au niveau du ministère qui engagent ces entreprises-là à accompagner le ministère dans le recrutement, dans le placement, en tout cas en faveur des personnes en situation de handicap. Donc ce projet est en cours. Il a commencé depuis il y a de cela 2 ans. Je crois qu'il a encore reconduit. Je crois que ce projet en partenariat, je crois, avec madame, si je ne m'abuse. Très bien, je voudrais rebondir un peu sur ce que M. Bro a dit tout à l'heure, c'est important. Les maîtres de spécialisés qui sont formés. Évidemment, j'ai parlé des ambitions du ministère, de ce qui va se faire à moyen et long terme. Mais entre-temps, en attendant, nous avons mis en place des structures intermédiaires. Voilà, nous avons ce qu'on appelle des unités de formation intégrées, qui sont des CIPH en miniature, que nous avons développées dans la direction régionale des affaires sociales. Nous en avons déjà 10 sur le territoire national qui encadrent les enfants handicapés sensoriels, c'est-à-dire les sourds, les non-voyants, et également les enfants handicapés intellectuels. Nous avons une dizaine d'unités sur le terrain qui sont encadrées justement par des maîtres d'éducation spécialisés qui sont employés auprès de nos directions régionales. S'agissant de l'accompagnement que nous faisons avec le secteur privé, il y a également le partenariat, la passerelle que nous avons établie avec l'agence Emploi Jeune. Monsieur Doukou doit certainement le savoir, il y a un programme, un vaste programme orchestré par l'agence Emploi Jeune en direction des personnes en situation de handicap. Ce programme se propose de former et d'insérer en matière d'auto-emploi 300 personnes handicapées pour l'année 2017, sur environ 1000 personnes sur les 5 ans à venir. Donc ça, ce sont des informations qu'il faut avoir, qui sont disponibles au niveau de l'agence Emploi Jeune. Voilà. Aussi, nous avons aussi développé avec certaines téléphonies mobiles, bon, je ne pourrais pas dire le nom, qui nous accompagnent, auprès desquels le ministère a servi de tremplin. Nous avons orienté, nous avons sélectionné un certain nombre de projets d'auto-emploi que nous avons adressés à ces téléphonie mobiles. Il y en a au moins 200 projets qui ont été à l'étude, et certains viennent d'être retenus, qui vont commencer par un renforcement des capacités des personnes en situation de handicap, en management et aussi en gestion des projets, et qui doivent aboutir à leur installation. Donc c'est dire que dans ce sens, en matière d'emploi, le ministère de l'Emploi et de la Présidence sociale ne reste pas les bras croisés. Et ça, je le comprends parfaitement. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Voilà, il ne nous reste plus que 5 minutes. Le temps passe vite. Rapidement, un mot, 1 minute pour chacun. Un mot sur la législation qui... est-ce qu'elle n'est pas dépassée ou bien est-ce qu'elle n'est pas insuffisante lorsqu'on regarde la loi de 98, la loi de novembre 98, on pense que tout y est, on lit, on est heureux, et puis
aujourd'hui, sur le terrain, il y a problème, M. Loukou Kwame. Oui, la législation, elle existe. Et nous en avons beaucoup. Il faut le dire. Vous en avez beaucoup? Oui, nous en avons beaucoup. Ce qui reste à faire, c'est de la mettre en activité, c'est de la rendre exécutive. L'application. L'application. Et tout revient, je vais dire, tout se fonde sur la volonté politique. Voilà, la volonté politique, si le politique décide, j'allais dire, si le chef de l'État décide, hein, de l'inscrire parmi les priorités, et que les décrets d'application, qui déjà, comme nous l'informe, oui, ça c'est une pierre dans le jardin de M. Koné, oui, allez-y. Voilà, et que c'est de bonne voie. Si demain, voyez-vous, les décrets d'application, notamment de cette loi-là, la loi d'orientation, la loi de 98, sont signés, il n'y aura plus d'action sporadique. Excusez-moi, monsieur le directeur, de le dire de cette façon, mais il y aura des actions coordonnées, mais qui se constitueront en programme, mais sur de long terme. Et la personne handicapée saura qui est acteur, vers qui aller pour sa formation, vers qui aller pour son emploi, pour son insertion. Et ça pourra créer d'autres emplois. Au sens même du code du travail, on pourra créer des entrepreneurs de travail, j'allais dire, temporaires. Des entreprises qui pourront, détectant comme l'entreprise par exemple de Mme Masseux, détectant des compétences dans le milieu des personnes handicapées, qui pourraient se faire fort de les recruter et se battre pour les mettre au service même d'autres entreprises. Voyez-vous, parce que si c'est des compétences, nous en avons, mais les lois, il faudrait que ces lois aient l'air. Il faut maintenant qu'on commence à les appliquer. Et vite les appliquer. Nos textes de loi posent problème. Oui, une œuvre humaine n'est pas perfectible. On est totalement d'accord là-dessus. Voilà, mais ce qu'on dit, c'est que ce qui a été fait maintenant, ce qu'on a obtenu maintenant, quand on met en application et qu'on tire des conséquences de l'application de ces textes existants pour améliorer, pour créer d'autres nouveaux textes. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord. Madame Masseux, sur la question, les textes de loi, vous les portez tous les jours, vous les regardez, vous dites qu'il y a des choses à changer, mais ça vous convient? C'est juste l'application de ces textes-là? C'est juste l'application de ces textes. Parlons déjà d'application de ces textes avant de pouvoir améliorer. Nous ne les appliquons pas, nous ne savons pas ce qui se passerait en les appliquant, donc on ne va pas changer ce qu'on n'utilise pas déjà. Donc je reviens par rapport à ce que M. Loukou vient de dire. Je souhaiterais qu'il y ait des décrets d'application par rapport à ces textes. Et là aussi, on parlerait de statut de personnes handicapées. Il y a besoin qu'une personne handicapée ait un statut. Lorsqu'on parle de quotas, il faudrait qu'une entreprise puisse dire j'ai 6 ou 7 ou 10 personnes en situation de handicap au sein de mon entreprise. Donc ça signifie que ces personnes sont identifiées et qu'ils sont appelés travailleurs handicapés. Et ça, on a la loi de 98 qui nous donne toutes ces orientations de travailleurs handicapés et d'insertion dans le secteur public et d'insertion dans le secteur Je suis d'accord avec vous, parce que lorsque j'ai lu cette loi, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, je me suis posé la question de savoir, mais quel est le problème encore, M. Koné, pour terminer? Mais merci bien. Je pense que ce qui concerne les décrets d'application, nous sommes tous d'accord. La loi a été prise, c'est une loi d'orientation. Donc, dans de grandes orientations, il faut maintenant des décrets d'application. Je dois dire que, pour rassurer les uns et les autres, en tout cas, les décrets d'application aujourd'hui, des projets n'ont jamais été aussi bien avancés. En tout cas, au moins 3 qui figurent au plan de travail gouvernemental, ce sont celui concernant l'éducation, la formation, l'emploi, et puis la prévention du handicap et les conditions sanitaires des personnes handicapées. En tout cas, ces trois documents sont assez bien avancés. En tout cas, ils sont assez bien avancés. Ils ont atteint un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint depuis. Donc, nous avons bon espoir à ce niveau-là. Maintenant, s'agissant de ce que M. Loukou vient de dire, concernant la compétence, le ministre nous a demandé, a instruit que nous mettions en place le compendium des compétences des personnes en situation de handicap. Nous avons une base de données sur l'ensemble des personnes en handicap que nous voulons consolider avec le secteur public, avec le secteur privé. Madame l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes handicapées qui travaillent déjà dans le secteur privé, dont on n'a pas qu'on appelle la connaissance, parce qu'il n'y a pas encore une étude exhaustive à ce niveau-là. Donc je pense qu'en élaborant ce compendium, ça permettra d'avoir toutes les compétences, de recueillir toutes les compétences dans ce pays, de sorte que des entreprises, ou même aussi le secteur public, puissent
figé dans cette base de données, rechercher des compétences. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, avec leurs besoins. Cela nous rassure, mais j'ai envie de dire, M. Koné, faites-le vite. Il existe déjà, il y a déjà une base de données qui est très importante, qui est très fournie. Il suffit de la formaliser en tenant compte des instructions de M. le ministre. En tout cas, merci M. Victorien que vous le connaissez. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion des personnes handicapées. Et sur ce plateau aussi, nous avions Mme Danielle Adaï Bipo Asseux, directrice générale du cabinet de recrutement. M. Jésus Loukou Kwame, président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire, et M. Guillaume Charbel Mbrakwakou, inspecteur d'État. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. On termine donc ces échanges en espérant que les lignes vont bouger dans le sens que nous souhaitons et que chaque acteur prenne davantage conscience de la part qui lui est confiée, qu'il prenne sa part dans la facilitation de la vie des personnes vulnérables et surtout, M. Loukou Kwame, et que les efforts soient réciproques. Merci à tous, bonsoir et on se retrouve mardi prochain.